En quelques heures, la capture de Nicolás Maduro a secoué la scène mondiale, comme si une frontière invisible venait d'être franchie. Ce n'est pas un simple incident diplomatique, mais un message politique calibré. Présentée comme une opération décisive, elle ressemble aussi à une démonstration de force qui parle moins au Venezuela qu'à tous ceux qui envisagent de désobéir à Washington. Alors, quand la peur devient-elle trop visible pour rester persuasive, et pourquoi Ibrahim Traoré y lit-il un test destiné aux nations du Sud? Si ce signal est accepté, l'ordre change. S'il est contesté, il se fissure. Cette analyse promet une chose claire: comprendre ce que cet épisode change réellement pour l'équilibre mondial, au-delà du choc immédiat et des discours officiels. En 10 mots, il s'agit de décoder le pouvoir, mesurer le coût, anticiper les ruptures à venir. Car derrière la capture de Maduro se jouent des enjeux concrets: la souveraineté des États, la crédibilité des sanctions et la capacité des nations du Sud à agir sans subir. Ce moment oblige à regarder autrement les rapports de force, non comme une suite d'événements isolés, mais comme un système qui teste ses propres limites. L'enjeu n'est pas seulement diplomatique ou juridique, il touche à la vie quotidienne des populations, aux choix économiques contraints et aux alliances qui se recomposent. Ce que révèle cette séquence, c'est une question simple mais lourde de conséquences: jusqu'où un ordre peut-il se maintenir lorsqu'il doit recourir à la démonstration permanente pour être obéi? En moins d'une décennie, l'économie vénézuélienne a perdu environ 60% de son PIB, tandis que l'inflation a dépassé 2000% par an, un effondrement rarement observé hors contexte de guerre. Ces chiffres ne sont pas périphériques, ils constituent le cœur du signal envoyé par la capture de Maduro, car ils montrent ce qui attend concrètement un État placé sous pression maximale. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode n'est donc pas un cas isolé, mais l'aboutissement logique d'une méthode éprouvée. Depuis des décennies, les États-Unis combinent puissance militaire, domination financière et sanctions économiques pour contraindre des gouvernements jugés non conformes à leur agenda. L'Irak, la Libye ou l'Afghanistan ont chacun, à leur manière, servi de précédent, souvent justifié par le langage de la démocratie ou de la sécurité internationale. Ce cadre explicatif éclaire la capture de Maduro sous un autre angle. Il ne s'agit plus seulement d'un président visé, mais d'un avertissement systémique adressé aux pays qui revendiquent une autonomie politique ou économique. L'Amérique latine et l'Afrique, régulièrement confrontées à ces mécanismes, reconnaissent désormais une séquence familière: pression, isolement, puis tentative de réalignement forcé. C'est ici que le regard d'Ibrahim Traoré devient central. En observant les répercussions de l'affaire vénézuélienne, il souligne que la peur, utilisée comme instrument de dissuasion, produit aussi un effet inverse. À mesure que les sanctions s'intensifient, elles révèlent leur coût humain et économique, rendant le dispositif plus visible, donc plus contestable. Ce dévoilement progressif explique pourquoi cet événement dépasse le cadre bilatéral et s'inscrit dans une dynamique globale de remise en question de l'ordre établi. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un commentateur lointain que comme un repère interprétatif pour de nombreux pays du Sud. Son discours sert de fil conducteur, car il relie l'événement vénézuélien à des expériences déjà vécues en Afrique, où les sanctions, les pressions diplomatiques et les conditionnalités économiques ont souvent précédé des phases d'instabilité prolongée. Cette mise en perspective transforme un fait international en leçon stratégique immédiatement lisible. Les impacts précoces de la capture de Maduro ne se limitent pas au cercle diplomatique. Sur le plan interne, le Venezuela connaît un resserrement des lignes politiques avec un renforcement des dynamiques de résistance et de solidarité nationale face à une pression extérieure perçue comme illégitime. À l'extérieur, les réactions sont contrastées, certaines capitales expriment leur indignation, d'autres choisissent le silence par crainte de représailles économiques, révélant ainsi un climat de dissuasion implicite. Pour Ibrahim Traoré, cette division constitue en soi un indicateur clé. Elle montre que l'efficacité de la contrainte repose autant sur la peur anticipée que sur l'action elle-même, mais elle révèle aussi une fissure. Là où le silence dominait autrefois, des voix commencent à se coordonner, notamment en Afrique et en Amérique latine,
pour dénoncer une atteinte directe à la souveraineté. L'impact immédiat le plus significatif réside peut-être dans ce déplacement du débat. La question n'est plus seulement de savoir si l'opération est légale ou efficace, mais quel type d'ordre international elle consolide ou fragilise. En ce sens, l'affaire Maduro devient un point de bascule, un épisode qui oblige les États à se positionner, explicitement ou tacitement, face à une méthode de plus en plus visible. Tout commence par un geste présenté comme exceptionnel, presque chirurgical. La capture de Nicolás Maduro est décrite comme une opération ciblée, destinée à neutraliser un dirigeant accusé de défier l'ordre international. Dans les premières heures, le récit dominant insiste sur la fermeté et la rapidité de l'action, laissant entendre qu'il s'agit d'un point final, d'une démonstration destinée à décourager toute contestation future. Le message implicite est simple, la puissance peut frapper où elle veut, quand elle le veut. Vient ensuite le moment du basculement. À mesure que les détails émergent, l'événement cesse d'être un fait isolé pour s'inscrire dans une chaîne plus longue. Les réactions internationales se multiplient, révélant une fracture nette. Certains États saluent une action qu'ils jugent nécessaire pour maintenir la stabilité, tandis que d'autres dénoncent une violation flagrante de la souveraineté. Cette polarisation marque le véritable début du cycle, car elle transforme l'acte initial en catalyseur politique. Ce n'est plus seulement le Venezuela qui est concerné, mais l'ensemble des nations susceptibles de se reconnaître dans cette situation. Le point culminant intervient lorsque les sanctions sont durcies et que les menaces de mesures supplémentaires apparaissent. L'économie vénézuélienne, déjà fragilisée, subit une pression accrue et les effets se diffusent rapidement dans la société. Les pénuries s'aggravent, les infrastructures se détériorent et la population ressent directement le coût de décisions prises loin de son quotidien. C'est à ce stade que l'affaire prend une dimension humaine impossible à ignorer. Les chiffres cessent d'être abstraits et deviennent des réalités vécues. Pour Ibrahim Traoré, cette phase illustre un mécanisme récurrent. Il observe que la contrainte maximale vise autant à provoquer un effondrement interne qu'à envoyer un avertissement externe. La séquence est lisible, frapper fort, isoler économiquement, puis attendre que la pression interne produise un réalignement politique. Mais l'histoire récente montre que cette logique ne se déroule pas toujours comme prévu. Au lieu d'un affaiblissement rapide, elle peut générer une consolidation inattendue du sentiment national. Les répliques de cet événement se propagent bien au-delà des frontières vénézuéliennes. En Afrique et en Amérique latine, des gouvernements et des mouvements sociaux y voient une répétition de scénarios connus. Cette reconnaissance partagée crée un effet de miroir. Ce qui arrive à Caracas pourrait arriver ailleurs. Progressivement, des discussions émergent autour de la diversification des alliances, du renforcement des coopérations régionales et de la réduction de la dépendance aux circuits dominés par une seule puissance. La phase de rémanence, enfin, s'installe dans la durée. Les sanctions persistent, les discours se durcissent, mais un changement subtil s'opère. Là où l'objectif initial était de dissuader, l'effet secondaire devient la coordination. Des pays commencent à envisager des réponses communes, non pas comme un acte de défi frontal, mais comme une stratégie de survie collective. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Chaque choc de ce type laisse des traces durables dans la manière dont les nations du Sud perçoivent le risque et la solidarité. Ainsi, la capture de Maduro n'apparaît plus comme un événement clos, mais comme une séquence ouverte. Elle continue de produire des effets politiques, économiques et symboliques, bien après l'instant initial. La question qui demeure est alors la suivante: une démonstration de force peut-elle réellement stabiliser un ordre, ou ne fait-elle qu'accélérer les dynamiques de contestation qu'elle cherche à contenir? Avant l'escalade des sanctions, l'économie vénézuélienne fonctionnait déjà sous contrainte, mais après leur durcissement, les indicateurs ont basculé brutalement. Le PIB a reculé d'environ 60% entre 2014 et 2020, tandis que l'inflation annuelle a franchi le seuil des 2000%, marquant un passage d'une crise structurelle à un effondrement systémique. Ces chiffres posent un point de départ clair, puis un glissement rapide vers une situation où les mécanismes économiques ordinaires cessent d'opérer. La contraction de la production s'est traduite par une chute massive du pouvoir d'achat.
Lorsque la monnaie se déprécie à ce rythme, les salaires perdent leur fonction de protection minimale. Pour la majorité de la population, l'accès aux biens essentiels devient erratique, dépendant d'aides ponctuelles ou de circuits parallèles. Ce basculement explique pourquoi les données macroéconomiques se transforment presque immédiatement en indicateurs sociaux. L'économie cesse d'être abstraite pour devenir une expérience quotidienne de rareté. Un second indicateur illustre cette transition, le taux de pauvreté. Plus de 90% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté, une proportion exceptionnelle à l'échelle mondiale. Cette donnée n'est pas seulement révélatrice d'une mauvaise gouvernance ou d'un choc conjoncturel, elle montre l'effet cumulatif des restrictions financières, des obstacles aux importations et de l'isolement bancaire. Chaque mesure supplémentaire réduit la capacité de l'État et du secteur privé à amortir le choc. Les conséquences sanitaires offrent un troisième angle de lecture. Selon des estimations relayées par les Nations Unies, plus de 20 000 décès auraient été enregistrés entre 2017 et 2018 en raison du manque d'accès aux soins médicaux de base. La réduction des importations de médicaments, directement liée aux sanctions et aux contraintes financières, transforme une pression politique en crise humanitaire. Cette chaîne causale est centrale car elle démontre comment un outil présenté comme ciblé affecte en priorité les populations les plus vulnérables. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres constituent un argument clé. Ils montrent que la sanction n'agit pas seulement comme un levier diplomatique, mais comme un facteur de recomposition géopolitique. À l'échelle globale, environ 1000 milliards de dollars de pertes auraient été accumulés par les pays soumis à des régimes de sanctions au cours des 2 dernières décennies. Ce coût agrégé révèle un phénomène plus large. La pression exercée sur certains États modifie les flux économiques internationaux. Ainsi, des recherches récentes indiquent que 47 pays en développement ont accru leurs investissements en infrastructures en provenance de la Chine, souvent en réponse directe aux limites imposées par les circuits financiers dominants. Ce déplacement du capital n'efface pas les pertes subies, mais il atténue certaines contraintes et ouvre des alternatives. Il suggère que la sanction, au lieu d'isoler durablement, peut accélérer la diversification des partenariats. L'enjeu des données n'est donc pas de prouver une souffrance déjà visible, mais d'en mesurer les effets systémiques. En reliant indicateurs économiques, sociaux et géopolitiques, Ibrahim Traoré souligne que chaque chiffre raconte une double histoire, celle d'un pays sous pression et celle d'un ordre international dont les instruments produisent des conséquences parfois opposées à leurs objectifs initiaux. Les nombres, ici, ne sont pas neutres. Ils tracent la carte d'un monde en recomposition. Les défenseurs des sanctions et des actions coercitives menées par Washington avancent généralement 2 arguments centraux. Le premier repose sur l'idée de maintien de l'ordre international. Selon cette lecture, les sanctions seraient un outil nécessaire pour contenir des régimes considérés comme autoritaires ou non conformes aux normes démocratiques. Elles seraient présentées comme une alternative moins violente à l'intervention militaire directe, permettant d'exercer une pression sans déclencher un conflit armé ouvert. Dans ce cadre, la capture de Maduro est interprétée comme un signal de fermeté destiné à préserver des règles communes. Le second argument met en avant l'effet dissuasif. La logique est la suivante. En imposant un coût économique et politique élevé, les sanctions inciteraient les populations concernées à remettre en question leurs dirigeants. La souffrance sociale, bien que reconnue, serait perçue comme temporaire et nécessaire pour provoquer un changement de comportement au sommet de l'État. Pour ses partisans, cette stratégie vise moins à punir qu'à corriger, en forçant un réalignement progressif. Ibrahim Traoré ne rejette pas ces arguments d'un revers de main, mais il en souligne les limites empiriques. L'exemple vénézuélien montre que la pression économique ne conduit pas mécaniquement à une rupture interne. Dans plusieurs cas, elle renforce au contraire la cohésion nationale face à une menace extérieure perçue comme illégitime. Lorsque la population associe directement ces difficultés à des sanctions étrangères, la contestation du pouvoir en place tend à s'atténuer plutôt qu'à s'amplifier. Un second point de friction concerne la portée réelle des sanctions. Les données issues du Venezuela indiquent que leurs effets dépassent largement les élites politiques.
Elles affectent de manière structurelle la santé, l'alimentation et les services au public, affaiblissant durablement la société dans son ensemble. Cette réalité pose un problème d'efficacité. Un outil, censé être ciblé, produit des dommages diffus, difficiles à inverser. Enfin, Ibrahim Traoré insiste sur la dimension géopolitique. En fermant l'accès aux circuits dominants, les sanctions encouragent la recherche d'alternatives. Des partenariats nouveaux émergent, des alliances se reforment, et l'instrument de contrainte perd progressivement de son exclusivité. La question centrale n'est alors plus morale, mais stratégique. Une politique qui génère des contre-effets structurels peut-elle réellement atteindre les objectifs qu'elle s'assigne ? Ce basculement marque un moment clé dans la lecture de la séquence vénézuélienne. Jusqu'ici, la capture de Maduro pouvait être interprétée comme une démonstration de puissance classique, destinée à rappeler une hiérarchie. Mais au milieu du processus, un autre effet apparaît. La contrainte cesse d'être uniquement dissuasive et devient un révélateur de vulnérabilité systémique. Plus l'action est visible, plus elle expose la dépendance de l'ordre international à des instruments coercitifs. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian est décisif car il transforme la perception du risque. Les États qui observent la situation ne voient plus seulement ce qui arrive au Venezuela, mais ce que cela implique pour eux à moyen terme. La question n'est plus qui sera le prochain, mais comment éviter d'être pris au piège du même mécanisme. Ce déplacement cognitif alimente une réflexion stratégique, notamment dans les pays du Sud. À ce stade, la capture de Maduro cesse d'être un événement isolé pour devenir un cas d'école. Elle montre que la pression maximale produit des effets contradictoires. Elle intimide à court terme, mais incite à la coordination à long terme. Des discussions discrètes émergent autour de solutions alternatives, qu'il s'agisse de circuits commerciaux parallèles, de partenariats financiers non occidentaux ou de cadres diplomatiques plus multipolaires. Ce milieu de trajectoire révèle donc une tension centrale. L'outil conçu pour maintenir l'ordre commence à en modifier les fondations. Et lorsque cette dynamique est comprise, le rapport de force ne repose plus uniquement sur la capacité de frapper, mais sur la capacité collective à absorber, contourner et réinterpréter la contrainte. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. La capture de Maduro et l'escalade des sanctions rappellent que la souveraineté juridique peut être contournée par des mécanismes de puissance. Face à ce risque, plusieurs gouvernements d'Afrique et d'Amérique latine réévaluent leur dépendance stratégique, qu'il s'agisse des systèmes financiers, des chaînes d'approvisionnement ou des accords de défense. Cette prudence accrue ne se traduit pas toujours par une rupture ouverte, mais par une diversification méthodique des partenariats afin de réduire l'exposition à une pression unilatérale. Pour les entreprises, l'impact est plus immédiat. Les sanctions perturbent les échanges, compliquent l'accès au financement et accroissent l'incertitude réglementaire. Les sociétés locales voient leurs marges se réduire, tandis que les acteurs internationaux hésitent à investir dans des environnements jugés à haut risque politique. À plus long terme, cette instabilité favorise l'émergence de circuits économiques alternatifs, souvent moins transparents, mais perçus comme plus résilients face aux restrictions. Ce déplacement progressif modifie la cartographie des flux commerciaux. Du côté des populations, les conséquences sont les plus tangibles, l'augmentation des prix des biens essentiels, la raréfaction des médicaments et la dégradation des services publics transforment une décision géopolitique en contrainte quotidienne. Les chiffres de pauvreté et de mortalité ne sont pas de simples indicateurs, ils traduisent une fragilisation durable du tissu social. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Lorsque la pression externe frappe en priorité les civils, elle nourrit un ressentiment profond qui dépasse les clivages politiques internes. Enfin, pour la communauté internationale, l'affaire agit comme un révélateur de tendances plus larges. Les réactions contrastées montrent un monde moins aligné qu'auparavant, où le silence de certains coexiste avec la solidarité affirmée d'autres. Cette fragmentation accélère la transition vers un système plus multipolaire, dans lequel l'autorité n'est plus acceptée par défaut,
mais constamment négociée. La capture de Maduro devient alors un précédent, observé, analysé et intégré dans les calculs stratégiques de nombreux acteurs. À travers ces 4 niveaux, une même logique se dessine. Ce qui devait renforcer l'ordre existant en expose les coûts et les limites. Pour Ibrahim Traoré, la question centrale n'est plus de savoir si cette dynamique est juste ou injuste, mais si elle est soutenable à long terme pour ceux qui l'exercent comme pour ceux qui la subissent. Le scénario de base prolonge la trajectoire actuelle. Les sanctions demeurent, la pression diplomatique reste élevée, et le Venezuela continue de fonctionner sous contrainte. L'économie ne s'effondre pas davantage, mais ne se redresse pas non plus, soutenue par des ajustements internes et des appuis extérieurs ciblés. Sur la scène internationale, les forums multilatéraux deviennent des espaces de friction où les pays du Sud expriment davantage leurs réserves sans pour autant imposer un changement décisif. Dans cette configuration, l'influence américaine recule lentement, sans rupture nette. Le scénario optimiste suppose une accélération de la dynamique multipolaire. L'isolement progressif de Washington sur certains dossiers incite des puissances émergentes à coordonner leurs positions. Le Venezuela devient alors un point de convergence symbolique autour duquel se cristallisent des initiatives de coopération sud-sud. Des accords commerciaux régionaux se renforcent, des mécanismes financiers alternatifs gagnent en crédibilité et la pression s'atténue sans disparaître. Cette évolution n'efface pas les coûts humains passés, mais elle ouvre un espace de négociation plus équilibré. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur l'escalade. Face à l'absence de résultats tangibles, la contrainte s'intensifie, les sanctions se durcissent, les menaces d'intervention augmentent et la situation intérieure vénézuélienne se dégrade davantage. Cette instabilité se diffuse dans d'autres régions, notamment en Afrique et en Amérique latine, où des tensions politiques et sociales s'exacerbent par effet de contagion. Dans ce cadre, le risque n'est plus seulement économique ou humanitaire, mais sécuritaire, avec des répercussions globales. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Aucune ne permet un retour simple à l'ordre antérieur. Pour Ibrahim Traoré, la leçon est moins de prédire l'issue que d'adopter une posture mentale différente. Plutôt que d'attendre un dénouement imposé, les nations concernées sont incitées à réfléchir en termes de résilience, de diversification et de coopération conditionnelle. La question clé devient alors non pas quel scénario l'emportera, mais comment se préparer à chacun sans perdre de vue l'objectif de souveraineté. À ce stade, les conséquences cessent d'être abstraites et se rapprochent du quotidien de ceux qui observent cette séquence à distance. Pour les citoyens, l'affaire vénézuélienne montre comment des décisions prises au sommet des relations internationales peuvent affecter directement l'accès à l'énergie, à l'alimentation ou aux soins, parfois à des milliers de kilomètres. Elle rappelle que la stabilité économique locale dépend souvent d'équilibres globaux fragiles sur lesquels les populations ont peu de prise directe. Pour les travailleurs et entrepreneurs, l'enseignement est différent, mais tout aussi concret. Les sanctions, les ruptures commerciales et les réorientations géopolitiques modifient les marchés, les prix et les opportunités. Des secteurs entiers peuvent devenir vulnérables du jour au lendemain, tandis que d'autres émergent à la faveur de nouvelles alliances. Cette incertitude structurelle oblige à penser en termes d'adaptation plutôt que de prévisibilité, surtout dans les économies fortement dépendantes de l'extérieur. Les étudiants et jeunes générations perçoivent, quant à eux, une leçon plus large. L'épisode illustre que la souveraineté n'est pas un concept figé, mais un rapport de force évolutif, qui se négocie autant par l'économie que par la diplomatie. Ibrahim Traoré insiste souvent sur ce point. Comprendre ces mécanismes est une forme de pouvoir en soi, car elle permet de ne pas subir passivement les récits dominants. Enfin, pour le spectateur, en tant que citoyen du monde, la question devient personnelle. Quelle part de responsabilité individuelle existe face à des dynamiques aussi vastes ? S'informer, comparer les sources, refuser les simplifications excessives sont déjà des actes minimes mais significatifs. Sans prétendre changer l'ordre mondial, ils contribuent à une compréhension plus lucide des enjeux. Ainsi, cette séquence ne demande pas une prise de position immédiate,
mais une prise de conscience progressive. Elle invite chacun à relier les événements lointains à ses propres choix économiques, sociaux ou intellectuels. C'est dans ce lien discret entre le global et l'intime que se joue, à long terme, la capacité des sociétés à répondre aux transformations en cours. Face à cette recomposition, une feuille de route pragmatique se dessine pour les pays qui cherchent à préserver leur marge de manœuvre sans provoquer une confrontation frontale. La première étape consiste à renforcer les alliances régionales. En coordonnant leurs positions diplomatiques et commerciales, les États réduisent leur exposition individuelle aux pressions unilatérales et augmentent leur capacité de négociation collective. Cette logique de bloc n'est pas idéologique, elle est avant tout défensive. La deuxième étape vise la diversification économique. Réduire la dépendance à un nombre limité de marchés, de devises ou de fournisseurs devient une priorité stratégique. Investir dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures de local permet d'amortir les chocs externes et de stabiliser les économies nationales. Cette diversification n'annule pas les effets des sanctions, mais elle en limite la portée sur le long terme. Troisièmement, les États peuvent développer des canaux financiers alternatifs. L'accès au crédit, aux paiements internationaux et aux assurances commerciales constitue un point de vulnérabilité majeur. Explorer des mécanismes parallèles, régionaux ou multilatéraux, offre une soupape face à la domination d'un seul système. Là encore, l'objectif n'est pas la rupture totale, mais la redondance. Un quatrième axe concerne la coordination diplomatique dans les institutions internationales. En parlant d'une voie plus unifiée, les pays du Sud peuvent déplacer le débat du rapport de force vers la légitimité des règles. Cette stratégie vise à rendre plus coûteuse, politiquement, l'utilisation systématique de la contrainte. Enfin, Ibrahim Traoré insiste sur un levier souvent sous-estimé, l'investissement dans l'éducation et la compréhension des enjeux géopolitiques. Former des élites administratives, économiques et civiles capables de lire ces dynamiques permet d'éviter les réponses improvisées et de construire des stratégies cohérentes dans le temps. Cette feuille en deux routes ne garantit ni succès immédiat, ni immunité totale. Elle propose cependant une logique d'action graduelle fondée sur la résilience plutôt que sur la réaction. La question reste ouverte, combien d'États choisiront réellement d'emprunter ce chemin avant que la prochaine crise ne les y contraigne ? En revenant au fil conducteur de cette analyse, une image persiste, celle d'un événement présenté comme une victoire tactique, mais qui agit surtout comme un révélateur. La capture de Maduro, loin de clore un cycle, a ravivé des mémoires collectives en Afrique et en Amérique latine, où l'ingérence et la contrainte ont longtemps façonné les trajectoires politiques. Ce rappel du passé donne à la séquence actuelle une résonance plus profonde que le simple fait divers diplomatique. Ibrahim Traoré incarne ce moment de lucidité partagée. À travers ses prises de position, il renvoie à une expérience vécue, faite de pressions extérieures, de sacrifices imposés et de lente reconquête de l'autonomie décisionnelle. Ce n'est pas un discours de rupture immédiate, mais une invitation à regarder la réalité sans illusion, en acceptant que la souveraineté se construit dans la durée, souvent au prix de compromis difficiles. Le motif qui revient est celui de la dignité, non pas une notion abstraite, mais une exigence concrète, pouvoir choisir ses partenaires, définir ses priorités, assumer ses erreurs, sans y être contraint par la peur. Lorsque cet espace de choix se rétrécit, la résistance prend une dimension morale, presque existentielle. Elle devient un langage commun entre des peuples éloignés géographiquement, mais rapprochés par des expériences similaires. Ce rappel émotionnel n'efface ni les coûts humains, ni les incertitudes à venir. Il souligne toutefois un point essentiel. Chaque crise de ce type laisse une trace durable dans la conscience collective. Et parfois, cette trace suffit à modifier la trajectoire, lentement mais irréversiblement. Ce qui se fissure d'abord dans le silence finit souvent par tomber dans la lumière. Au terme de cette séquence, il ne s'agit pas de conclure par un verdict définitif, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. La capture de Maduro et les réactions qu'elle suscite invitent à dépasser les lectures binaires où le monde se diviserait simplement entre puissance dominante et État soumis. La réalité qui se dessine est plus nuancée, faite d'ajustements progressifs, de compromis
et de résistance discrète. Pour les sociétés civiles, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre, s'informer, confronter les récits et refuser les simplifications permet de préserver une forme d'autonomie intellectuelle face à des discours souvent polarisés. Cette vigilance n'a rien de spectaculaire, mais elle constitue un socle essentiel pour toute action collective future. Ibrahim Traoré rappelle que la transformation des rapports internationaux ne se décrète pas du jour au lendemain. Elle naît d'une accumulation de prise de conscience, de solidarité transversale et de décisions parfois modestes mais cohérentes. Dans cette perspective, chaque crise devient un moment d'apprentissage, à condition de ne pas la réduire à un simple affrontement de puissance. La question finale reste volontairement ouverte. À mesure que l'ordre mondial se recompose, quel rôle chacun est-il prêt à jouer? Spectateur passif, relais critique ou acteur engagé dans la construction de relations plus équilibrées? La réponse n'est pas immédiate, elle se forme dans le temps, à travers les choix individuels et collectifs qui, mis bout à bout, finissent par peser sur l'histoire.